Mélissa, c'est bien ça? Nous devons parler du plan de table. La voix de Madame Harrington suintait un dédain à peine dissimulé tandis qu'elle me toisait de la tête aux pieds dans la boutique de robes de mariée huppée de Chicago. Étant donné le standing des invités qui seront présents, nous pensons qu'il est préférable que vous soyez assises à la table 19, près des cuisines. La table 19, ai-je répété, ma voix ferme malgré le nœud qui se formait dans mon estomac. Mais ce n'est pas avec la famille. Eh bien, oui, exactement, a-t-elle répondu, échangeant un regard entendu avec son mari. Les tables d'honneur sont pour la famille immédiate et les invités de marque. Le chef de cabinet du gouverneur sera présent, plusieurs membres du conseil d'administration de l'hôpital, des gens d'un certain rang. Je suis la mère d'Audrey, ai-je affirmé simplement. Traditionnellement, les parents sont assis ensemble à la table d'honneur. Monsieur Harrington s'est éclairci la gorge. Mélissa, nous comprenons votre position, mais vous devez comprendre la nôtre. Notre fils épouse quelqu'un d'un milieu différent de celui auquel il est habitué. Certaines concessions doivent être faites pour s'assurer que l'événement conserve le ton approprié. Leurs paroles sont restées en suspens dans l'air quand Audrey est sortie de la cabine d'essayage dans sa robe de mariée, son visage se décomposant en sentant la tension. Mon nom est Mélissa Warner, 48 ans, mère célibataire qui a élevé seule ma brillante fille Audrey après que son père nous a abandonnés avant même sa naissance. Ce que je veux est simple, être traitée avec une dignité élémentaire au mariage de ma fille unique et partager sa joie depuis une place de respect, et non pas cachée comme un honteux secret de famille. Sur mon chemin se trouvent les Harrington, Eleanor et Walter, dont la vieille fortune et les préjugés encore plus anciens les ont amenés à me considérer comme indigne de m'asseoir aux côtés de leur précieuse famille. Maman, que se passe-t-il, a demandé Audrey, ses yeux naviguant entre nous. Nous discutions simplement du plan de table, ma chérie, l'a interrompu Eleanor avant que je puisse répondre. Rien dont tu doives te préoccuper en ce jour si spécial. La couturière qui s'affairait à proximité semblait mal à l'aise en épinglant les dernières retouches à la robe d'Audrey. Ta mère et moi allons régler ça, ai-je assuré à Audrey, ne voulant pas la surcharger avec ce conflit à 6 semaines de son mariage. Le sourire d'Eleanor n'a pas atteint ses yeux. Bien sûr que nous le ferons. Maintenant, Audrey, concernant la suggestion de la coordinatrice de limiter la file de réception. Peut-être que juste Andrew, toi-même et nous, ce serait le plus efficace. Une autre exclusion subtile, une autre élimination silencieuse. Alors que le rendez-vous se terminait et que nous nous préparions à partir, Eleanor a posé une main manucurée sur mon bras, son bracelet en diamant captant la lumière. Oh, et le dîner de répétition sera en tenue de soirée, a-t-elle mentionné nonchalamment. Je suppose que vous aurez besoin de temps pour trouver quelque chose d'approprié. L'implication était claire, ma garde-robe, comme ma profession, comme mon existence même, était inadéquate pour leur monde. Plus tard, en rentrant chez moi dans mon modeste appartement de banlieue, mon téléphone a vibré avec un message d'Audrey. Maman, les Harrington ont encore revu la liste des invités. Ils ont retiré tante Diane et cousine Pêche sans me le dire. Que se passe-t-il? J'ai serré le volant plus fort. Il ne s'agissait pas seulement du plan de table ou des codes vestimentaires. Les Harrington découpaient systématiquement des morceaux de notre vie pour remodeler le mariage d'Audrey en quelque chose qui effacerait son histoire, et moi avec. J'ai passé 26 ans à construire une vie pour Audrey et moi-même, brique par brique, sacrifice après sacrifice. Quand Thomas m'a laissée enceinte et seule à 22 ans, je n'avais ni diplôme universitaire, ni soutien familial, ni chemin clair devant moi. Ce que j'avais, c'était de la détermination et un talent pour l'organisation qui m'a valu un poste de débutante chez Westbrook Communication. Alors que d'autres jeunes mères auraient pu flancher sous la double pression de la maternité célibataire et d'une carrière exigeante, je me suis épanouie dans ce défi. J'arrivais tôt chaque jour pour préparer les réunions, je restais tard pour m'assurer que chaque détail était parfait, et d'une manière ou d'une autre, je parvenais quand même à assister aux événements scolaires et aux rendez-vous médicaux d'Audrey. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où je m'effondrais dans mon lit, encore vêtue de mes habits de travail, trop épuisée pour me changer. Mais nous nous en sommes sortis. Au moment où Audrey est entrée au lycée, j'avais gravi les échelons pour devenir l'adjointe de direction de Harold Westbrook en personne, le PDG et fondateur de ce qui était devenu un empire des télécommunications.
Ce n'était pas la carrière glamour dont certains pourraient rêver, mais c'était stable, respecté au sein de l'entreprise, et cela a payé le lycée privé d'Audrey, ses activités extrascolaires et finalement ses études de pré-médecine. Quand Audrey a rencontré Andrew Harrington pendant son internat en médecine à l'hôpital Northwest Memorial, j'étais ravie pour elle. Il était gentil, brillant et adorait clairement ma fille. Son origine, fils de Walter Harrington, président du conseil d'administration de l'hôpital et héritier de la fortune maritime des Harrington, était secondaire par rapport à ses qualités personnelles, du moins c'est ce que je pensais. Notre première rencontre avec ses parents dans leur pentouse de Lakeshore Drive aurait dû être un avertissement. Les yeux d'Eleanor Harrington m'avaient balayé du regard après les salutations les plus superficielles, son attention entièrement tournée vers Audrey. « Et que fait votre mère, ma chère ?» avait-elle demandé à Audrey, par à moi, comme si je n'étais pas assise juste là. Maman est l'adjointe de direction du PDG de Westbrook Communications, avait répondu fièrement Audrey. Une secrétaire, avait murmuré Eleanor avec un sourire crispé. Comme c'est fiable. J'avais laissé passer à ce moment-là, attribuant son mépris à la maladresse d'une première rencontre. Pendant les mois des fiançailles, j'ai continué à accorder aux Harrington le bénéfice du doute, même lorsque les preuves s'accumulaient. La façon dont Walter me coupait la parole au dîner, comment Eleanor oubliait de m'inclure dans les emails de planification, leur référence constante à la lignée et aux écoles privées chaque fois que je mentionnais l'enfance d'Audrey. Ils sont juste de la vieille école, avait dit Audrey lorsque j'avais soulevé doucement mes inquiétudes. Une fois qu'ils te connaîtront mieux, ils verront à quel point tu es incroyable. Je n'en étais pas si sûre, mais j'ai gardé mes doutes pour moi. C'était le bonheur d'Audrey, son avenir, et je ne laisserai pas ma fierté se mettre en travers de cela. Mais à chaque séance de planification du mariage, à chaque commentaire à peine voilé sur mon style de vie simple ou ma compréhension limitée des événements sociaux appropriés, un soupçon grandissant s'emparait de moi. Les Harrington n'étaient pas seulement de la vieille école, ils étaient activement hostiles à ma présence dans la vie de leur fils, et par extension, semblaient déterminés à minimiser mon rôle dans le mariage de ma propre fille. Pourtant, pour le bien d'Audrey, j'ai souri, je me suis accommodée et j'ai cédé. Je me suis dit que ce n'était qu'un jour, un seul événement. Je pouvais tout supporter pour le bonheur de ma fille. Ce que je n'avais pas réalisé, c'était jusqu'où les Harrington iraient pour me mettre à ma place. Le dîner de répétition au Chicago Yacht Club fut tout ce que les Harrington avaient promis, élégant, exclusif et insupportable. J'avais dépensé plus que je ne pouvais me le permettre pour une robe de cocktail noire qui, d'une manière ou d'une autre, semblait encore inadéquate au milieu des robes de créateurs et des costumes sur mesure. Le père d'Andrew a apporté un long toast célébrant l'union de deux familles distinguées, évitant ostensiblement toute mention de moi ou de mon côté de la famille, le côté qui se composait de ma cousine Diane, de sa fille Paige et de ma vieille tante Meredith, dont aucune n'avait été invitée à cette réunion intime de 60 personnes. J'ai gardé mon sang-froid toute la soirée, même quand j'ai découvert que j'avais été placée à une table avec le photographe de l'événement et l'organisatrice du mariage plutôt qu'avec un quelconque membre de la famille. Audrey, prise entre les obligations familiales et les exigences sociales, n'a pu me consacrer que de brefs moments entre deux présentations à la famille élargie d'Andrew et aux amis influents de ses parents. « Maman, je suis tellement désolée », m'a-t-elle chuchoté lors d'un de ces moments. « Ce n'est pas ce que je voulais. » « Ce n'est rien, ma chérie », l'ai-je rassurée en lui serrant la main. « C'est demain qui compte. » Mais demain est arrivé avec de nouvelles humiliations. Je suis arrivée au Drake Hotel 2 heures avant la cérémonie comme on me l'avait demandé, seulement pour être dirigée vers une petite antichambre tandis que les Harrington et leur famille occupaient la suite nuptiale principale. « Mélissa, vous voilà », a dit Eleanor en me remarquant, debout maladroitement à la porte de la suite principale où j'étais allée chercher Audrey. L'espace réservé à la mère de la mariée est au fond du couloir. La coordinatrice aurait dû vous le dire. J'espérais aider Audrey à se préparer, ai-je expliqué. Oh, nous avons tout sous contrôle, a répondu Eleanor, désignant l'équipe de stylistes qui entourait ma fille. Trop de monde ne fera que créer de la confusion. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur votre propre préparation. Le photographe veut les photos de la famille Harrington à 15 heures, puis nous trouverons du temps pour vos photos avec Audrey après, si l'horaire le permet. J'ai regardé Audrey, qui se faisait coiffer, ses yeux croisant les miens dans le miroir, plein d'excuses et de conflits.
Je pouvais voir sa détresse, son désir de parler luttant avec sa réticence à créer des tensions le jour de son mariage. En fait, Madame Harrington a interrompu la coordinatrice du mariage en consultant son presse-papier. Le programme prévoit la mariée avec sa mère d'abord à 14h30, puis la famille Harrington à 15h. Le sourire d'Eleanor s'est crispé. Il doit y avoir un malentendu. Nous en avons discuté hier. Les portraits des Harrington sont la priorité, étant donné le nombre de membres importants de la famille qui doivent y figurer. Mais maman a commencé Audrey. Ma chérie, tu ne veux pas commencer ton mariage avec des conflits inutiles, n'est-ce pas, a interrompu doucement Eleanor. Je suis sûre que ta mère comprend les aspects pratiques pour tout faire rentrer dans un emploi du temps serré. La coordinatrice nous a regardés toutes les deux avec incertitude. C'est d'accord, ai-je dit, ravalant ma peine. L'horaire peut suivre les préférences de Madame Harrington. Alors que je me retournais pour partir, j'ai entendu Eleanor murmurer à quelqu'un, quel dommage qu'Audrey n'ait pas eu une figure maternelle adéquate en grandissant. Juste une secrétaire pour l'élever seule. Pas étonnant qu'elle ait eu besoin de nos conseils pour cet événement. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis arrêtée à la porte, ma main agrippant le cadre tandis que la pièce semblait basculer. 26 ans de sacrifice, d'histoire du soir lue malgré l'épuisement, de deuxièmes emplois pris pour payer les cours de danse, de dossiers de candidature pour l'université édités jusque tard dans la nuit, tout cela balayé comme inadéquat parce que j'étais juste une secrétaire. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement de la maladresse sociale ou des différences générationnelles dans les attentes du mariage. Les Harrington m'effaçaient délibérément et systématiquement du jour le plus important de la vie de ma fille. En retournant d'un pas raide vers la petite antichambre qui m'avait été assignée, je suis passée devant un miroir et j'ai vu mon reflet, une femme diminuée, rabaissée par les perceptions des autres. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la personne qui avait lutté contre d'innombrables obstacles pour élever une fille qui, à partir d'aujourd'hui, deviendrait médecin. Pour le bien d'Audrey, je surmonterais cette journée avec dignité, mais j'en avais fini d'être invisible, fini d'être juste une secrétaire, fini de laisser les Harrington définir qui j'étais. La cérémonie elle-même était magnifique, un mélange parfait d'éléments traditionnels et de touches personnelles. En remontant l'allée avec Audrey, un rôle que les Harrington ne pouvaient me refuser sans faire sourciller, j'ai gardé la tête haute malgré le poids des regards jugeurs venant de leur côté de l'église. Audrey était radieuse, ses yeux brillants de joie en échangeant ses vœux avec Andrew, et pendant ces brefs instants, rien d'autre n'importait. C'est pendant la réception que les lignes de bataille ont été plus clairement tracées. Fidèles à leurs paroles, les Harrington m'avaient placé à la table 19, reléguée près de l'entrée de service des cuisines. Mes compagnons de table les plus proches étaient l'ancien professeur de piano d'Andrew, l'épouse efficace du photographe de l'événement et plusieurs invités que je soupçonnais d'être des ajouts de dernière minute pour remplir les sièges. Alors que le service du dîner commençait, j'ai remarqué Eleanor parcourant la salle, saluant les invités avec un charme étudié. Quand elle est arrivée à ma table, son sourire s'est nettement atténué. « Mélissa, j'espère que tout est à votre goût », a-t-elle demandé, son ton suggérant qu'elle accomplissait un devoir plutôt qu'elle n'exprimait une préoccupation sincère. L'emplacement de la table est inattendu, ai-je répondu prudemment. J'espérais être plus près d'Audrey pendant sa réception. Le sourire d'Eleanor est resté figé. Nous vous avons placé avec des gens charmants qui ne vous feraient pas vous sentir déplacé. Je suis sûre que vous comprenez que notre cercle comprend de nombreuses personnes distinguées qui pourraient ne pas avoir grand-chose en commun avec quelqu'un de votre parcours professionnel. Le mépris était si désinvolte, si confiant dans sa cruauté que j'ai momentanément perdu contenance. Mon parcours professionnel a permis à Audrey de faire ses études de médecine, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Cela me semble assez distingué. Les yeux d'Eleanor se sont légèrement écarquillés, peut-être surprise par ma résistance. Soutenir ses enfants est ce que toute mère ferait, a-t-elle rétorqué, bien que j'imagine que cela a dû être une lutte avec un salaire de secrétaire. Heureusement qu'Andrew peut offrir à Audrey le style de vie qu'elle mérite désormais. Avant que je puisse répondre, elle a été appelée pour résoudre une petite crise avec l'horaire de la coupe du gâteau. Je me suis adossée, mon apéritif intact, un sentiment familier d'inadéquation m'envahissant. Avais-je eu tort de parler ? Ma résistance ne ferait-elle que rendre les choses plus difficiles pour Audrey ?
Mon téléphone a vibré avec un message de Harold Westbrook. L'endroit a l'air incroyable sur les photos. Tu as élevé une fille formidable, Melissa. Le bureau est entre de bonnes mains avec Drew ce week-end, mais appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Le message était une bouée de sauvetage, un rappel qu'en dehors de cette salle de bal dorée, j'étais respectée et appréciée. Harold avait été compréhensif quant à mon besoin de prendre 2 jours de congé pour le mariage, un fait pratiquement inouï dans son emploi du temps exigeant, et il avait même envoyé un cadeau généreux à Audrey. Avec une détermination renouvelée, j'ai décidé de m'efforcer de participer à la réception malgré mon isolement. Je me suis présentée à mes compagnons de table, j'ai dansé avec ma vieille tante Meredith quand l'orchestre a joué sa chanson préférée, et j'ai tenu à remercier personnellement le personnel de restauration, qui a semblé surpris de cette reconnaissance. Pendant un moment de calme, Audrey m'a trouvée près du bar. « Maman, je viens de réaliser où ils t'ont assise », a-t-elle dit, la détresse évidente dans sa voix. Je n'en avais aucune idée. Je n'aurais jamais approuvé ça. C'est bon, ma chérie, l'ai-je rassurée en lui serrant la main. C'est ton jour. Ne t'inquiète pas pour moi. Ce n'est pas bon, a-t-elle insisté. Laisse-moi parler à Eleanor. Nous pouvons réorganiser. Audrey, la voix de Walter Harrington a retenti dans l'espace. Les Preston partent tôt. Viens leur dire au revoir. Ce sont des soutiens très importants pour la nouvelle aile pédiatrique de l'hôpital. Avec un regard d'excuse, Audrey a été de nouveau emmenée, me laissant seule en marge de sa célébration. En retournant à ma table, j'ai surpris Eleanor parlant à un groupe de femmes à proximité. Oui, les origines d'Audrey sont assez modestes, mais elle s'est remarquablement bien adaptée. Une vraie petite arriviste, même si nous ne le dirions jamais ouvertement, bien sûr. Sans conseils appropriés, la mère n'est qu'une secrétaire, vous savez, nous avons dû l'aider à polir ses manières. Les femmes ont gloussé, jetant un coup d'œil dans ma direction avant de détourner rapidement le regard en réalisant que je les avais entendues. C'est à ce moment que quelque chose s'est cristallisé en moi, la compréhension que rien de ce que je ferais ne serait jamais suffisant pour les Harrington. Aucune quantité d'accommodement gracieux ou de patience silencieuse ne gagnerait leur respect. À leurs yeux, je serais toujours juste une secrétaire, une note de bas de page embarrassante dans le voyage d'Audrey vers leur monde. Pour la première fois de la journée, une pensée différente a émergé, et si j'arrêtais d'essayer de répondre à leurs normes impossibles et que je leur montrais plutôt exactement qui était vraiment juste une secrétaire ? Alors que je réfléchissais à ma prochaine action, j'ai remarqué un gentleman distingué s'approcher de ma table. Je l'ai immédiatement reconnu comme étant Joseph Brennan, PDG de Meridian Healthcare, l'un des plus grands systèmes hospitaliers du Midwest. Melissa Warner, a-t-il dit chaleureusement en tendant la main. Je pensais bien que c'était vous. Cela fait, 3 ans que nous avons finalisé cet accord sur l'infrastructure de communication. Monsieur Brennan, ai-je répondu en me levant pour le saluer correctement. 4 ans, en fait. Mais qui compte ? Comment allez-vous ? Très bien, en grande partie grâce à ce contrat que vous avez aidé à faire passer. Harold ne sait pas la chance qu'il a de vous avoir. Il a jeté un coup d'œil à la table. Puis-je me joindre à vous un moment ? J'adorerais prendre de vos nouvelles. Alors que Joseph s'asseyait à côté de moi, je pouvais sentir des regards curieux venant des tables voisines. Eleanor Harrington, en particulier, semblait observer avec une évaluation aux yeux plissés. Je ne savais pas que vous connaissiez les mariés, ai-je mentionné. Je suis au conseil d'administration de l'hôpital avec Walter, a-t-il expliqué, bien que, honnêtement, je sois plus intéressé à renouer avec vous. J'essaie d'obtenir une réunion avec Harold au sujet de la nouvelle initiative de télésanté depuis des mois. Son assistant n'arrête pas de me dire qu'il est complet jusqu'en septembre. J'ai souri, reconnaissant la douce tentative de tirer parti de notre connexion. Ce serait Drew. Et oui, l'agenda de Harold est assez chargé, mais je pourrais peut-être trouver une place pour un petit déjeuner fin juillet si le délai du projet est urgent. Les sourcils de Joseph se sont haussés. Vous avez ce genre d'influence sur son emploi du temps ? Je gère la vie professionnelle de Harold depuis 15 ans, Monsieur Brennan. Il y a très peu de choses concernant Westbrook Communication qui ne passent pas par mon bureau à un moment ou à un autre. Notre conversation s'est poursuivie, abordant les développements de l'industrie et les relations mutuelles.
J'étais si absorbée que j'ai à peine remarqué la petite foule qui se rassemblait à proximité jusqu'à ce que la voix d'une femme interrompe notre discussion. Mélissa ? Mélissa Warner de Westbrook ? Je pensais bien que c'était vous. J'ai levé les yeux pour voir Catherine Prentice, la redoutable directrice financière de Lyde Technologies, s'approcher avec un plaisir sincère. Derrière elle se tenait son mari, le sénateur d'État William Prentice. La mariée est votre fille, a poursuivi Catherine. Je n'en avais aucune idée. Elle vous ressemble tellement. Alors que Catherine et William se joignaient à notre table de plus en plus bondée, d'autres yeux se tournaient dans notre direction. La présence du sénateur a eu un effet magnétique, attirant d'autres personnes des tables voisines. La fille de Mélissa vient d'être acceptée à Northwestern pour son internat en pédiatrie, les a informés Joseph fièrement, comme si la réussite d'Audrey reflétait en quelque sorte son propre bon jugement en me connaissant. Fille brillante, a acquiescé Catherine. Elle doit tenir de sa mère. En 20 minutes, ma table près des cuisines s'était transformée en une réunion improvisée de certains des chefs d'entreprise les plus influents de Chicago. La femme de Harold, Victoria, est arrivée, m'a embrassé sur les 2 joues et s'est plainte à voix haute que nous ayons été cachés à cette table du fond. Le chef de cabinet du gouverneur, qu'Elanar avait spécifiquement mentionné comme un invité VIP, a passé 10 minutes à discuter d'un éventuel partenariat public-privé avec le sénateur Prentice en se tenant juste derrière ma chaise. De l'autre côté de la salle, je pouvais voir les Harrington observer avec confusion et une alarme croissante. Elanar chuchotait de toute urgence à Walter, qui continuait de regarder dans ma direction en fronçant les sourcils. La situation a pris une tournure inattendue lorsque le député David Holloway est arrivé en retard à la réception et s'est dirigé directement vers notre table. « Mélissa » a-t-il lancé. « Vous voilà. Harold m'a dit que vous seriez là. Vous avez une minute ? J'ai besoin de votre avis sur ce communiqué de presse pour l'annonce du projet de loi sur les infrastructures. » Alors que le député tirait une chaise, discutant de questions politiques confidentielles comme si nous étions dans une réunion sécurisée plutôt qu'à une réception de mariage, j'ai surpris l'expression d'Elanar passer de la confusion au calcul. Elle a commencé à se diriger vers notre table, Walter à ses côtés, un sourire déterminé figé sur son visage. « Député Holloway », s'est-elle exclamée en interrompant notre conversation. « Nous sommes très honorés que vous ayez pu venir. Je ne crois pas que nous ayons été correctement présentés. Je suis Elanar Harrington, la mère d'Andrew. » Le député a levé les yeux un instant, désorienté par l'interruption. « Ah, oui, un événement charmant. Mélissa et moi étions en train de discuter de quelques affaires urgentes. Je vois que vous avez rencontré la mère d'Audrey, a poursuivi Elanar, son ton nettement plus chaleureux que tous ceux qu'elle avait utilisés avec moi auparavant. Quelle surprise de vous voir tous vous entendre si bien. Nous entendre si bien, a ri Catherine Prentice. Mélissa est la raison pour laquelle la moitié d'entre nous arrive à faire quoi que ce soit avec Westbrook. Elle est pratiquement une légende dans les cercles d'affaires de Chicago. Le sourire d'Elanar s'est figé alors qu'elle traitait cette information. Une légende ? Mais elle est adjointe de direction du PDG. Adjointe de direction, ai-je clarifié calmement. Oui, c'est mon titre. Le sénateur Prentice a gloussé. Les titres de poste peuvent être si réducteurs, n'est-ce pas ? Mélissa ici a facilité plus de transactions commerciales majeures dans cette ville que la plupart des banquiers d'investissement que je connais. J'ai observé la compréhension poindre sur le visage d'Elanar, la réalisation soudaine et terrible que la femme qu'elle avait méprisée, humiliée et cachée était en fait connectée à presque toutes les personnes importantes de la salle, des gens dont elle convoitait l'approbation sociale, dont Walter cultivait les relations d'affaires, dont il courtisait l'influence politique. Tous me traitaient avec un respect et une familiarité sincères. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose changer dans l'expression d'Elanar, un calcul, un ajustement de stratégie. J'ai immédiatement reconnu le regard de quelqu'un qui avait gravement sous-estimé un adversaire et qui se dépêchait maintenant de rattraper son retard. « Mélissa » a-t-elle dit, sa voix douce comme du miel. « Je n'avais aucune idée que vous étiez si bien connectée. Vous auriez dû le dire. » L'effronterie de son revirement aurait été amusante si elle n'était pas si transparentement égoïste. Cela aurait-il fait une différence, Elanar, ai-je demandé doucement.
La question d'Elanar est restée sans réponse entre nous alors que l'orchestre annonçait qu'il était temps pour les toasts. Le rassemblement à ma table s'est dispersé avec des promesses de se revoir plus tard. Catherine Prentice m'a serré l'épaule en signe de soutien avant de partir, tandis que Joseph Brennan m'a glissé sa carte avec un numéro de portable manuscrit pour ce petit déjeuner de juillet, a-t-il murmuré avec un clin d'œil. Alors que les toasts officiels commençaient, d'abord Walter, puis le témoin d'Andrew, j'ai remarqué Elanar parcourant la salle avec une vigueur renouvelée, s'arrêtant à plusieurs tables pour chuchoter de toute urgence. J'ai reconnu la gestion de crise quand je l'ai vue. Ayant géré de nombreuses crises d'entreprise aux côtés de Harold, elle essayait de remodeler le récit avant qu'il ne se solidifie, se positionnant probablement comme la victime d'un malentendu. Le maître de cérémonie a annoncé la danse père-fille, et j'ai regardé Andrew faire danser sa mère sur la piste, tandis que Walter accompagnait Audrey à un autre moment traditionnel modifié pour m'exclure. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, me rappelant que cela ne me concernait pas. C'était le jour d'Audrey, et mes sentiments étaient secondaires. Quand la danse s'est terminée, Audrey s'est détachée de Walter et s'est approchée du micro. Merci à tous de célébrer avec nous aujourd'hui, a-t-elle commencé, sa voix claire et assurée. La tradition veut une danse père-fille, mais comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai été élevée par une mère célibataire qui a été à la fois maman et papa pour moi. Maman, veux-tu bien me rejoindre, s'il te plaît ? Un projecteur m'a trouvé à la table du fond tandis que des murmures se propageaient dans la foule. J'ai vu Elanar faire un pas en avant comme pour intercepter cette déviation du programme, seulement pour être retenu par la main de Walter sur son bras. Leur visage était figé par un dégoût à peine contenu alors que je rejoignais Audrey sur la piste de danse. L'orchestre a commencé à jouer « Wind Beneath My Wings », la chanson que nous avions dansée dans notre salon quand elle a obtenu son diplôme de fin de lycée. C'était une chanson que je n'avais incluse sur aucune des listes de planification, ce qui signifiait qu'Audrey avait organisé cette surprise de manière indépendante. « Je suis tellement désolée pour aujourd'hui », m'a-t-elle chuchoté alors que nous nous déplacions sur la piste. Je n'avais aucune idée de comment il te traitait jusqu'à ce que Catherine Prentice le mentionne. Elle pensait que je savais qu'il t'avait assise en Sibérie et elle était furieuse en ton nom. C'est bon, l'ai-je rassurée, même si nous savions toutes les deux que ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas, a insisté Audrey, et je veux arranger ça, en commençant maintenant. Quand notre danse s'est terminée, Audrey a gardé le micro. J'aimerais dire quelques mots sur ma mère, a-t-elle annoncé. Beaucoup d'entre vous la connaissent professionnellement, mais moi, je la connais comme la femme qui a cumulé 2 emplois pour payer les frais de mon camp scientifique, qui a relu mes dossiers de candidature pour la faculté de médecine à 2 heures du matin après avoir travaillé 12 heures par jour, qui m'a appris que la vraie classe n'a rien à voir avec l'argent, mais tout à voir avec la façon dont on traite les autres. J'ai senti les larmes menacées de couler alors qu'Audrey continuait, reconnaissant publiquement des sacrifices pour lesquels je n'avais jamais attendu de reconnaissance. Du coin de l'œil, j'ai vu Elanar et Walter, leurs expressions un mélange de honte et de calcul. Ils avaient clairement réalisé leur erreur de jugement, mais semblaient incertains de la marche à suivre. Quand Audrey a fini de parler, j'ai remarqué une agitation près de l'entrée. Harold Westbrook était arrivé, élégamment en retard comme toujours, sa présence imposante attirant l'attention malgré sa tentative d'entrée discrète. Elanar s'est immédiatement détaché de Walter et s'est dirigé vers lui, la main tendue en signe de salut. « Monsieur Westbrook », l'ai-je entendu s'exclamer, « quel honneur inattendu. Nous ne savions pas que vous connaissiez le couple. » Les yeux de Harold l'ont ignoré, me repérant instantanément de l'autre côté de la salle. « Je ne suis pas ici pour le couple, Elanar », a-t-il répondu froidement. « Je suis ici pour soutenir mon bras droit et ma chère amie Melissa en ce jour spécial pour sa fille. » Le mépris était subtil mais sans équivoque. Elanar a visiblement hésité avant de se ressaisir. « Bien sûr, Melissa est, nous tenons tellement à elle, une partie si intégrante de la journée. » J'ai ressenti une lueur de satisfaction face à son malaise évident, mais elle a été rapidement tempérée par l'inquiétude. Je n'avais pas invité Harold, ne voulant pas empiéter sur son temps personnel limité, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait contacté. La question était de savoir qui et pourquoi. Ma réponse est venue quand Victoria Westbrook s'est approchée, m'embrassant sur les 2 joues. Catherine a appelé, a-t-elle expliqué à voix basse. Elle a dit que tu aurais peut-être besoin de renfort.
J'ai ressenti une vague de gratitude pour ces alliés inattendus, tout en reconnaissant le jeu dangereux qui se jouait maintenant. Les Harrington étaient socialement et politiquement connectés, en particulier au sein du système de santé de Chicago, où Audrey construisait sa carrière. Les humilier publiquement pourrait avoir des conséquences involontaires pour ma fille. Alors que je pesais mes options, Eleanor est apparue à mes côtés, son expression soigneusement neutre. « Melissa, il semble qu'il y ait eu un malentendu avec le plan de table. Nous avons reconfiguré la table d'honneur. Votre place est prête dès que vous voudrez rejoindre la famille. » C'était une tentative transparente de limiter les dégâts sur le plan social, pas un remords sincère. Maintenant qu'elle comprenait mes relations, j'étais soudainement devenue digne d'inclusion. C'est très aimable, ai-je répondu avec sérénité, mais je suis tout à fait à l'aise là où je suis, entourée d'amis. Le sourire d'Eleanor s'est crispé. J'insiste. La famille d'Andrew devrait être ensemble. Nous le sommes, ai-je convenu, juste pas à votre table. L'éclair de colère dans ses yeux a confirmé ce que je savais déjà. Ce n'était pas fini. Eleanor Harrington n'avait pas l'habitude de perdre des batailles sociales, et elle n'abandonnerait pas si facilement. La question était maintenant de savoir jusqu'où elle était prête à aller pour me donner une leçon sans nuire à l'avenir d'Audrey dans le processus. La réception de mariage s'est poursuivie avec des courants sous-jacents tendus, visibles seulement pour ceux qui étaient conscients de la lutte de pouvoir en cours. Eleanor avait changé de tactique, s'efforçant désormais de montrer ce qui semblait être une relation étroite entre nous. Elle a posé pour des photos avec son bras enlacé au mien, se référant à voix haute à moi comme « notre Melissa » chaque fois que des invités influents étaient à portée de voix. J'ai enduré cette farce avec un calme extérieur tout en planifiant ma réponse. L'occasion s'est présentée lorsque la coordinatrice du mariage a annoncé qu'il était temps pour les discours des mères. Eleanor a été la première, livrant un discours peaufiné qui parlait de l'unité familiale et de sa joie d'accueillir Audrey et sa merveilleuse mère dans notre cercle. Quand mon tour est venu, je me suis approchée du micro avec une confiance tranquille. La salle s'est tue, la curiosité évidente sur de nombreux visages après la dynamique inhabituelle de la soirée. Il y a 26 ans, ai-je commencé, je me suis retrouvée seule et enceinte, avec pour seul guide la détermination et l'espoir. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que mère du docteur Audrey Warner, ressentant une fierté que les mots ne peuvent exprimer adéquatement. J'ai parlé avec le cœur du parcours d'Audrey, de sa compassion, de sa brillance. J'ai remercié Andrew de l'aimer si complètement, puis j'ai marqué une pause, mon regard croisant celui d'Eleanor et de Walter. On m'a qualifié à plusieurs reprises aujourd'hui de « simple secrétaire », ai-je dit calmement. Il est vrai que mon titre professionnel est adjointe de direction, un rôle que j'occupe avec fierté chez Westbrook Communications depuis 15 ans. Ce que ce titre ne dit pas, c'est que j'ai aidé à négocier des contrats de plusieurs millions de dollars, gérer des réponses à des crises internationales et, oui, même coordonner des événements bien plus importants que ce magnifique mariage. Des murmures se sont propagés dans la foule alors que je continuais. Je crois que nous méritons tous d'être jugés sur notre caractère et nos contributions, et non sur des perceptions ou des titres. Ce soir, on m'a rappelé l'extraordinaire communauté qui nous a soutenus, Audrey et moi, tout au long de notre parcours, des gens qui reconnaissent que la vraie valeur ne se mesure pas à la richesse ou au statut, mais à l'intégrité, au travail acharné et à la compassion. J'ai levé mon verre à Andrew et Audrey. Que votre mariage soit construit sur le respect mutuel, l'appréciation sincère et la compréhension que la contribution de chaque personne a de la valeur, quel que soit son titre ou sa position. La salle a éclaté en applaudissements tandis qu'Eleanor et Walter restaient assis, figés, leur masque public de supériorité brisé par mes paroles calmes et mesurées. Je n'avais pas eu besoin de dénoncer explicitement leur cruauté, tous ceux qui avaient été témoins de leur comportement comprenaient exactement ce que je voulais dire. En retournant à ma place, Harold Westbrook s'est levé pour me serrer la main, un geste immédiatement capturé par le photographe du mariage et plusieurs invités avec leur smartphone. L'image du titan des télécommunications de Chicago montrant un respect public à « juste une secrétaire » en dirait long dans leurs cercles sociaux. La façade soigneusement construite d'Eleanor s'était effondrée, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour la reconstruire. Dans les semaines qui ont suivi le mariage, les répercussions de cette soirée se sont propagées dans les cercles sociaux de Chicago comme des ondes à la surface d'un étang.
Je n'avais pas eu besoin de nuire activement à la réputation des Harrington, ils y étaient parvenus eux-mêmes en laissant leurs préjugés être vus par les personnes mêmes dont ils convoitaient l'approbation. Catherine Prentice m'a appelé pour me dire qu'Eleanor avait été discrètement retirée du comité de collecte de fonds de l'Institut d'art, une position qu'elle avait exploitée pour son capital social pendant des années. Joseph Brennan a mentionné nonchalamment lors de notre petit déjeuner de juillet que Walter avait été écarté pour la présidence du conseil d'administration de l'hôpital qu'il avait supposé être sienne de petites conséquences significatives qui feraient bien plus mal que n'importe quelle confrontation publique. Audrey et Andrew sont revenus de leur lune de miel pour trouver la dynamique entre nos familles changée à jamais. Lorsqu'ils ont organisé leur premier dîner en tant que couple marié, Eleanor est arrivée avec un cadeau soigneusement choisi pour moi, une écharpe de créateur coûteuse. Je savais qu'elle s'attendait à ce que je me répande en compliments, ai-je pensé en l'acceptant avec un sourire poli. Je l'ajouterai à ma collection. La tentative de réconciliation d'Eleanor, ou peut-être de gestion des dégâts, s'est poursuivie toute la soirée, son comportement presque comiquement déférent alors qu'elle mentionnait à plusieurs reprises mes précieuses idées et mon impressionnant réseau professionnel. Walter a également fait des efforts forcés pour m'engager dans une conversation sur les dernières initiatives de Westbrook en matière de télécommunications, ayant clairement fait des recherches sur des sujets qu'il pensait pouvoir m'impressionner. J'ai répondu avec une politesse sans faille et le genre de chaleur sincère qu'ils ne m'avaient jamais montré, non pas parce que j'avais pardonné leur cruauté, mais parce que je m'étais élevé au-dessus d'elle, et nous le savions tous. Le moment le plus satisfaisant est venu un mois plus tard quand Andrew a appelé pour me dire que lui et Audrey avaient décidé de refuser l'offre de Walter et Eleanor de leur acheter une maison dans le quartier exclusif des Harrington. Nous avons trouvé un endroit plus près de l'hôpital, a expliqué Andrew, et de toi, maman, a-t-il ajouté, utilisant le terme qui signalait sa rupture complète avec les préjugés de ses parents. La honte sociale des Harrington finirait par s'estomper, mais le changement de pouvoir entre nous était permanent. Ils avaient appris à leurs dépens que les titres et la richesse ne déterminent pas la valeur ou l'influence d'une personne. Dans leur lutte désespérée pour préserver leur statut social, ils avaient par inadvertance élevé le mien. Quant à moi, je suis retourné à mon bureau chez Westbrook Communications, gérant la vie professionnelle complexe de Harold avec la même efficacité et la même discrétion que toujours. Rien dans mon travail n'avait changé, mais ma perception de celui-ci avait tout changé. Je n'ai jamais été, juste, quoi que ce soit. J'étais Melissa Warner, professionnelle respectée, mère aimée et une femme qui avait finalement revendiqué sa juste place à la table au sens figuré comme au sens propre. Quand une invitation est arrivée 6 mois plus tard pour un gala de charité organisé par le conseil d'administration de l'hôpital, j'ai souri à la note manuscrite à la fin de la coordinatrice de l'événement. Madame Warner, vous serez assise à la table d'honneur, comme demandé. J'ai rangé l'invitation dans mon agenda, anticipant déjà le visage d'Eleanor quand elle verrait exactement où une simple secrétaire serait assise cette fois-ci.